Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, cette vidéo va concerner la deuxième partie de la pharmacologie. Précédemment, nous avions vu des classifications médicamenteuses et donc nous allons poursuivre là tout de suite maintenant. N'oubliez pas de vous abonner en actionnant la cloche de notification pour ne rien louper et surtout de donner de la force à cette chaîne en mettant votre petit pouce bleu et en commentant pour voir si ça vous plaît ou non. Actuellement, vous êtes en train de regarder une série de vidéos avant mon départ pour mars qui a été préenregistrée et postée afin que tu ne puisses décrocher. Si tu es intéressé par des fiches de révision, sache que je t'offre pour 1 € une panoplie de fiches de révision que tu pourras imprimer, plastifier et garder dans ta poche. Cela, tu as qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer via le lien qui se trouve en bas. Tu trouveras en cliquant sur ce lien un bouton où il y aura marqué fiche de révision à 1 €. Tu recevras via ton mail dans lequel tu as utilisé pour prendre ces fiches un email de confirmation, un email de reçu qu'il faudra garder précieusement pour pouvoir te connecter à tout moment. D'autant plus que je vais alimenter fur et à mesure cette plateforme. Donc à tout moment, tu auras accès à plein d'éléments que je rajouterai via cette plateforme sans payer quoi que ce soit en plus. Pour les rendez-vous ou pour rentrer via l'académie d'Héloïse Soutien, eh bien c'est simple, pareil, tu cliques sur ce même lien, tu auras un bouton écrit académie, tu peux souscrire directement via ce bouton-là. En ce qui concerne les rendez-vous de révision ou autres, n'hésitez pas, il y a le même lien avec le bouton de rendez-vous de révision. Et pour les livres, c'est pareil, c'est le même lien qui est épinglé en commentaire. En cliquant sur ce lien, tu auras un bouton, il y aura marqué livre de révision que je te recommande car celui-ci a été synthétisé afin de faciliter ta compréhension et conçu avec les élèves d'IFAS. On passe par l'antiseptique qui est un désinfectant à usage corporel. C'est une substance qui détruit ou prévient le développement des agents infectieux tels que les micro-organismes ou les virus sur la peau ou les muqueuses. Les antiémétiques. Oui, le terme antiémétique désigne toute substance, le plus souvent un médicament utilisé pour traiter les nausées, voire les vomissements. Le terme émétique désigne une substance qui, à l'opposé, entraîne l'apparition de nausées ou de vomissements. Ils vont tout simplement réguler les contractions œsophagiennes et vont donc augmenter le tonus du sphincter gastro-œsophagien. On va distinguer 5 classes médicamenteuses par rapport aux antiémétiques. Les antidopaminergiques, les cétrons, les antagonistes NK1, les antihistaminiques et les anticholinergiques. C'est difficile à dire, mais moi je vous dis, je suis à l'ouest par rapport à la prononciation de ces classes. Par contre, ça en soi, vous n'avez pas à l'apprendre. Simplement savoir que les antiémétiques, ce sont des médicaments qui vont donc s'opposer au vomissement en agissant directement sur le centre cérébral du vomissement. Alors, vous allez avoir différents effets secondaires par rapport aux classes, aux 5 classes nommées précédemment. Donc, vous allez avoir, pour par exemple le cétron, tout ce qui va concerner les céphalées, constipation, vertige, bouffée de chaleur. D'autres réactions, par exemple pour l'antihistaminique, vous allez avoir la somnolence, la bouche sèche, baissée de vigilance. Pour les antagonistes NK1, vous allez avoir la céphalée, l'asthénie, le hoquet, la diarrhée, constipation et dyspepsie, bien sûr. Vous allez avoir également une surveillance accrue par rapport à l'administration de ces traitements. Vous allez donc fréquemment surveiller les vomissements, tout ce qui va être l'odeur, texture, etc., couleur, aspect, les signes associés au poids, l'hydratation en cas de vomissement persistante parce qu'il y a un risque de déshydratation.
Pour les antidopaminergiques, vous allez avoir aussi des effets secondaires, donc la somnolence, confusion, dyskinésie, ça peut arriver, des troubles anormaux, les effets aussi concernant les anticholinergiques, et j'en passe, mais là en soi, vous allez globaliser les effets secondaires, tout ce qui va être somnolence, constipation, troubles du transit, céphalée, toutes ces choses-là vont vous alerter assez rapidement. Les antidiabétiques, oui, c'est une substance pharmacologique qui va ramener à la normale la glycémie des sujets diabétiques. Il existe deux types d'antidiabétiques oraux. Donc la première est les normoglycémiants qui vont donc baisser modérément la glycémie mais ne présentent pas de risque d'hypoglycémie. Vous avez les hypoglycémiants qui vont baisser la glycémie de manière plus importante et peuvent présenter un risque d'hypoglycémie. Donc, les antidiabétiques oraux peuvent avoir des effets secondaires tels que les douleurs, donc diffuses abdominales, thoraciques et musculaires, des crampes musculaires, les nausées, également les vomissements, la dyspnée, l'hypotension artérielle et aussi l'acidose lactique, le pronostic vital engagé. À ne surtout pas oublier que les antidiabétiques oraux augmentent la sécrétion d'insuline du pancréas et inhibent la sécrétion de glucagon. Ils peuvent également causer des troubles digestifs, donc flatulence, nausées, diarrhée, douleurs abdominales, des infections respiratoires et sont contre-indiqués en cas de pathologie digestive ou d'insuffisance rénale qu'on dit sévère. L'antispasmodiques sont des médicaments qui vont donc aider à traiter les spasmes musculaires, principalement digestifs et génito-urinaires. Il s'agit de calmer ou de neutraliser des contractions qu'on dit involontaires des muscles. Cela peut entraîner quelques effets indésirables tels que les sécheresses buccales, la constipation, voire même encore les problèmes d'élimination des urines, l'augmentation également du rythme cardiaque, les crises de glaucome, mitrias, troubles de l'acuité également visuelle, tachycardie également, palpitations. Alors il faut savoir que certains antispasmodiques ont peu d'effets indésirables, mais d'autres ayant également une activité anticholinergique peuvent être à l'origine de sécheresse buccale, de constipation, de problèmes d'élimination comme dit précédemment et également de l'augmentation du rythme cardiaque. Les antispasmodiques ayant des propriétés anticholinergiques peuvent présenter des effets indésirables gênants, bouche sèche, troubles de l'accommodation, confusion mentale chez les personnes âgées. Et les autres spasmodiques sont habituellement bien tolérés en dose usuelle, On passe aux bronchodilatateurs. Donc, ceux-ci sont des médicaments qui luttent contre les contractions anormales des muscles de la paroi des bronches, également utilisés dans l'asthme. On les voit souvent, vous savez, le petit bronchodilatateur, souvent les enfants asthmatiques, on les voit, mais on peut voir aussi des adultes souffrant d'asthme. Avec un bleu en général pour les soulager. Donc il permet de soulager les symptômes de la BPCO également, notamment de la gêne respiratoire. Voilà, donc ça, moi je vous invite, si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, de taper ça sur Google, de mettre image et vous voyez, vous allez vite reconnaître qu'est-ce que c'est qu'un bronchodilatateur. Donc il peut avoir effectivement des effets secondaires, oui, tels que les tremblements particuliers dans les mains, les maux de tête, donc céphalée, on essaye d'utiliser au maximum de termes médicaux, la bouche sèche, les battements cardiaques soudainement perceptibles, des crampes musculaires, la toux, nausées, vomissements, diarrhée. Les effets indésirables des bronchodilatateurs, d'action rapide utilisée par voie d'inhalée sont vraiment très rares.
On va passer à l'anticoagulant. Alors celui-ci, faites attention parce qu'il passe souvent en examen où on vous posera souvent la question sur ça. Surtout si vous avez un cas où un patient est au sol ou qu'il est à risque de chute. On le voit très souvent quand vous travaillez en EHPAD, en masse ou à domicile. Quand vous appelez le 15, on vous pose tout de suite la question, est-ce que ce monsieur ou cette dame est sous anticoagulant? Cela n'est pas anodin, vous allez voir juste après pourquoi. Donc de manière générale, un anticoagulant est une substance qui a pour propriété de limiter le potentiel de coagulation de sang et de le fluidifier. Le but est de prévenir la formation ou le développement de caillots sanguins, donc thrombus. Ces derniers, en effet, sont susceptibles de provoquer une thrombose ou une embolie pulmonaire ou cérébrale. Donc cette famille de médicaments est prescrite dans différentes indications aux patients souffrant de troubles cardiaques, fibrillation auriculaire, astérosclérose, des coronaires ou vasculaires, comme dans la suite d'une thrombose veineuse profonde TVP. Ils sont également prescrits en cas de risque reconnu de thrombose veineuse profonde ou dans les suites d'infarctus du myocarde, par exemple. Les anticoagulants peuvent également être prescrits en prévention, par exemple à des patients immobilisés à la suite d'une fracture de jambe, donc les personnes qui sont alitées, ou d'une intervention chirurgicale. Donc vous savez bien qu'une personne sortant d'une intervention chirurgicale, effectivement, il a été manipulé, son organisme a été tout chamboulé, et ça va avoir un effet sur sa circulation sanguine, et le risque potentiel serait que celui-ci contracte une TVP, donc thrombose veineuse profonde, phlébite, et donc c'est très grave puisque c'est une urgence vitale. Comme on a dit, une phlébite peut se migrer très rapidement au cœur, aux poumons, et donner une embolie pulmonaire, au cerveau, donner un AVC. Et donc ça, on en décède. Donc on fait hyper attention. Donc avec vous, je vais aller dans la profondeur, parce que j'aime aller dans la profondeur. Certains d'entre vous vont vouloir développer leurs connaissances au niveau pharmaceutique, peut-être pour une projection professionnelle un peu plus élevée, ou soit par rapport à leurs connaissances sur le terrain et de savoir plus approfondissement, le patient, qu'est-ce qu'il a comme type de traitement. Il faut savoir que les coagulants oraux, on peut avoir différentes classes. Des antivitamines K, par exemple, des inhibiteurs directs de la thrombine, et vous avez les inhibiteurs du facteur X. Ensuite, vous avez les anticoagulants injectables qui sont donc les héparines, non fractionnées, j'en perds mes mots, les héparines également de bas poids moléculaires, et les inhibiteurs sélectifs du facteur X. Au niveau des effets secondaires, vous ne prenez pas la tête car celui-ci, il y a un risque hémorragique et donc vous allez faire hyper attention aux surveillances physiques générales du patient ayant ce type de traitement, et vous allez également faire très attention s'il y a eu une chute, car oui, effectivement, ils peuvent avoir une hémorragie qui ne se voit pas à l'œil nu, mais plus interne, et pour savoir, vous allez donc vérifier les pupilles, la confusion, les cohérences, tout ce qui va suivre les signaux d'alerte de son état. Dans la prochaine vidéo, nous regarderons les autres, puisqu'effectivement, il en reste encore pas mal. Oui, notamment les antidépresseurs, les antalgiques, les antihypertenseurs, et j'en passe. Donc, étant donné que cette vidéo est beaucoup trop longue et que je ne veux pas vous perdre en chemin, eh bien, nous ferons une troisième partie pharmacologie.